Le dîner avait l'air ordinaire, presque doux, comme tous ces soirs où la table sentait le riz tiède et la sauce soja, où la lumière de la cuisine faisait briller les verres comme si on jouait à être une famille parfaitement stable. Mon frère parlait plus fort que nécessaire, pas parce qu'il était agressif, juste parce qu'il avait toujours occupé l'espace sans s'excuser. Moi, je coupais mon poulet en morceaux trop petits, comme si ça pouvait ralentir le moment où quelqu'un poserait une question sur mes plans. Margaret, qui était une tante par alliance mais se comportait comme une ministre de l'orientation, m'a regardée avec ce sourire calme qui te fait te sentir bête avant même qu'elle ouvre la bouche. « Alors, tu vas faire quoi après le lycée ?» Elle l'a dit comme on demande l'heure, sans vraie curiosité, juste pour classer. Mon père a répondu à ma place, comme souvent. Elle pense à quelque chose de raisonnable. Le mot raisonnable m'a fait l'effet d'une main posée sur la nuque, pas violente, juste lourde. Emma, ma cousine, a gloussé en regardant mon frère. Lui au moins, il a la tête pour ça. Personne n'a dit que je ne l'avais pas, mais le silence a rempli l'espace comme un verdict. Jessica a ajouté en remuant son thé « Tu sais, les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM ». Sarah a acquiescé sans réfléchir, comme si c'était une évidence de bon sens et pas une phrase qui te rétrécit. Je me suis surprise à hocher la tête aussi, par réflexe, pour ne pas avoir l'air compliqué. Mon frère a sorti son téléphone et a montré une photo de son petit trophée, une récompense scolaire quelconque, et tout le monde a fait « Oh !» comme si on venait de découvrir un génie. Moi, j'avais mon sac contre ma chaise et dedans, une feuille pliée, froissée par la peur plus que par le papier. Je n'ai rien dit parce que je savais déjà quelque chose qu'il ne savait pas. Et ce qu'il ne savait pas n'était pas impressionnant. C'était juste quelque chose que je n'avais dit à personne encore. La semaine suivante, au lycée, j'ai vécu cette humiliation silencieuse qui ne mérite même pas un nom officiel. Ce n'était pas un scandale, c'était juste être effacé. En cours de maths, le prof a rendu les contrôles en commençant par les meilleures copies. Il a prononcé des prénoms comme on distribue des médailles. Amanda, excellent travail. Sarah, très solide. Quand il a dit « mon frère, remarquable », toute la classe a tourné la tête vers lui comme s'il avait allumé une lumière. Moi, mon prénom est arrivé plus tard, presque avalé. Il a posé ma copie sur mon bureau sans commentaire et j'ai vu le 19-20 en haut écrit petit. Il aurait pu dire « bravo », il n'a rien dit. Dans le couloir, un garçon a demandé à mon frère comment il faisait et il a répondu en plaisantant « j'ai juste le cerveau pour ». Personne n'a demandé, personne ne m'a demandé. À la pause, Emma m'a envoyé un message. « T'as eu combien ?» J'ai tapé « bien », puis j'ai effacé, puis j'ai écrit 17, alors que ce n'était pas vrai, juste pour que ça reste acceptable, pas menaçant. Je sais que c'est absurde, mais je me sentais coupable d'être bonne, comme si mes notes étaient une provocation. La conseillère d'orientation m'a appelée dans son bureau pour discuter options réalistes, et elle a mis devant moi une brochure de Community College. Je me rappelle le papier glacé, la photo d'un campus avec des arbres trop verts, et le ton de sa voix. C'est plus ton niveau. Elle ne voulait pas être méchante, elle voulait être utile. C'est ça qui faisait mal. En sortant, j'ai croisé Jessica, qui attendait pour son rendez-vous. Elle a vu la brochure dans ma main et a souri, presque soulagée. Tu vois, c'est bien aussi. Je l'ai laissé croire ça, parce que corriger quelqu'un demande une énergie que je n'avais pas. Et pourtant, dans mon sac, il y avait déjà des impressions d'email, des identifiants d'accès à des portails, des mots de passe écrits en petit sur un post-it rose. Ce post-it est resté dans ma poche plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je n'avais pas une chambre silencieuse comme dans les films. J'avais une chambre où le mur était trop fin, où j'entendais la télé du salon, les rires de mon frère, les soupirs de ma mère quand elle rangeait. J'étudiais tard, pas parce que j'aimais souffrir, mais parce que c'était le seul moment où personne ne me voyait essayer. La lampe de bureau faisait un cercle jaune sur mes cahiers et le reste de la pièce disparaissait. J'aimais ça, disparaître volontairement. J'avais imprimé des sujets de SAT, des grilles de correction, des listes de vocabulaire, et je les avais glissés dans un classeur banal étiqueté « Histoire » pour que personne ne pose de questions. Les soirs où mon frère venait se moquer gentiment, « Tu révises encore ?» Je souriais et je disais « juste un peu », comme si c'était une manie inoffensive. Quand Margaret appelait et demandait « Alors, t'as choisi une fac ?» Ma mère répondait « Elle regarde, rien de trop loin ».
Ce trop loin me donnait envie de rire et de pleurer en même temps. Je passais des heures sur des sites d'université, pas en rêvant comme une adolescente naïve, mais en lisant les conditions d'admission comme on lit une notice médicale. J'enregistrais des captures d'écran de portails d'acceptation, même si à ce moment-là, il n'y avait rien à accepter, seulement des formulaires, des cases à cocher, des dates limites. Je me souviens de l'odeur de l'encre quand j'imprimais mon essai personnel à l'école, du bruit sec de l'imprimante, comme un cœur qui tape trop fort. Emma a proposé un jour de relire mon texte et j'ai menti. Je ne l'ai pas encore écrit. Ce n'était pas que je ne lui faisais pas confiance, c'était juste que je ne savais pas ce qu'elle ferait avec une version de moi qui avait de l'ambition. Et puis il y avait ce petit rituel, ouvrir mes emails seulement quand j'étais seule, avec les doigts froids, comme si l'écran pouvait me brûler. Je n'ai pas réalisé que ce moment-là allait me suivre ailleurs, dans des pièces où je ne pouvais plus me cacher. Quand j'ai passé le SAT, c'était un matin de pluie fine, le genre de pluie qui ne fait pas de bruit, qui te mouille sans te prévenir. La salle sentait le papier et le désinfectant, et les tables qui étaient espacées comme si on avait peur qu'on se contamine de nos rêves. J'avais dormi 3 heures, mais je n'avais pas l'air épuisé, juste étrangement calme, comme si mon corps avait décidé de fonctionner en mode automatique. Mon frère l'avait passé aussi, mais pas le même jour. Chez nous, c'était presque un détail, parce qu'on parlait surtout de son potentiel à lui. Moi, j'étais travailleuse, ce qui est une façon polie de dire qu'on ne croit pas au talent. Quand les résultats sont arrivés, je les ai imprimés au lycée et je les ai pliés en 4. J'ai attendu longtemps avant de les ouvrir, assise dans un coin de la bibliothèque, parce que j'avais peur de ce que ça ferait si c'était bon. Je sais que ça semble ridicule, mais je ne voulais pas donner raison à mon propre effort, comme si ça allait rendre l'effort obligatoire pour le reste de ma vie. Quand j'ai enfin déplié la feuille, j'ai vu 1580. Et j'ai senti une chaleur monter dans ma gorge, pas de la fierté, plutôt une sorte de vertige. J'ai pensé à mon frère, à son 1200 qu'on avait célébré comme une victoire héroïque, et j'ai eu envie de rire, puis j'ai eu envie de me cacher. J'ai glissé la feuille dans une enveloppe marron, comme si c'était un document dangereux. À la maison, je l'ai rangé au fond d'un tiroir, sous des vieux carnets. Pendant des jours, je me suis surprise à toucher le tiroir, juste pour vérifier qu'il était là, comme si le chiffre pouvait s'enfuir. Amanda, qui était dans ma classe, m'a demandé un midi « T'as eu quoi ?» J'ai haussé les épaules. « Correct. » Elle a roulé des yeux. « Tu dis toujours ça. » Je ne voulais pas être celle qui fait trembler la pièce. Je ne voulais pas être un problème, alors je suis restée petite, volontairement. Je n'ai pas répondu, parce que je savais déjà quelque chose qu'il ne savait pas. Les brochures d'université ont commencé à arriver comme des invités non désirés. Du papier épais, des photos de bâtiments en pierre, des sourires trop parfaits. Je les récupérais dans la boîte aux lettres avant ma mère, comme si c'était des lettres d'amour secrètes. Je les cachais dans mon placard, derrière des pulls que je ne portais jamais. Certaines avaient une odeur de parfum imprimé, un truc chimique qui promettait une vie propre. Un jour, Jessica est entrée sans frapper et a vu un coin de brochure dépassé. Elle a pris le papier entre 2 doigts, comme si ça pouvait salir. « C'est quoi ça ?» J'ai dit rien, c'est de la pub. Elle a lu le nom en diagonale et a ricané doucement. C'est pas un peu ambitieux ? Le mot ambitieux dans sa bouche sonnait comme imprudent. Elle a reposé la brochure et a ajouté, sans cruauté, presque en conseil, « Tu sais, tu peux être heureuse sans te compliquer la vie. » Je l'ai regardée et j'ai essayé de comprendre si elle voulait me protéger ou me limiter. Peut-être les deux. Le soir, à table, mon père a parlé d'un collègue dont la fille était partie loin et revenait arrogante. Il a dit ça en regardant son assiette, mais j'ai senti la phrase me viser. Margaret, en haut-parleur sur le téléphone, a dit « Les études, c'est bien, mais faut rester réaliste. » Ma mère a répondu « Oui, surtout pour une fille. » Ce n'était pas un complot, c'était une habitude. J'ai continué à remplir des dossiers en silence, à écrire des phrases qui commençaient par « Je suis passionnée par » et à les effacer parce que ça sonnait faux, trop propre, trop marketing. Je voulais que ça ressemble à moi, mais je ne savais même plus à quoi je ressemblais quand je n'étais pas en train de me minimiser. Il y avait des soirs où je restais devant l'écran de l'ordinateur, le curseur clignotant comme une menace, et je n'en voyais rien. Les emails de confirmation s'accumulaient, non ouverts, parce que lire « Nous avons bien reçu votre candidature » me faisait peur, comme si ça rendait tout réel, et ce qui est réel peut être repris. Je n'ai pas réalisé que ces emails ignorés allaient devenir une preuve de quelque chose, plus tard, dans une conversation où je n'étais pas prête.
Il y a eu une cérémonie pour mon frère, une de ces remises de prix au gymnase, où les chaises en plastique grincent et où les parents prennent des photos en se mettant debout au mauvais moment. Il avait reçu un award pour leadership, un truc assez vague pour que tout le monde projette ce qu'il veut dessus. Ma mère avait mis une robe trop habillée pour un gymnase, et elle souriait comme si c'était son propre diplôme. Quand mon frère est monté sur scène, les applaudissements étaient forts, généreux, et je me suis surprise à applaudir aussi, sincèrement. Je l'aimais. C'est ça qui rendait tout plus compliqué. Margaret était là, assise derrière nous, et elle a chuchoté à ma mère « Au moins, lui, il ira loin ». Ma mère a répondu « Oui, c'est sûr ». Puis elle a ajouté en me regardant comme on regarde un objet fragile « Elle est plus sensible ». Comme si la sensibilité était une excuse pour ne pas tenter. Après la cérémonie, des gens sont venus féliciter mon frère, lui serrer la main, lui demander où il irait. Il répondait des noms d'universités comme on lance des marques de voitures. Moi, je restais à côté, tenant le sac à main de ma mère, invisible. Sarah est venue me voir et a dit « T'inquiète, tu trouveras une place », comme si j'étais une pièce de puzzle mal taillée. Je lui ai souri. J'ai même dit « Oui, je sais ». Sur le parking, la nuit était fraîche et les lampadaires faisaient des halos jaunes sur l'asphalte. Je regardais les gens partir, les familles se regrouper, et je me suis demandé si j'avais le droit de vouloir plus sans paraître ingrate. Dans la voiture, mon frère parlait de son futur comme d'un truc déjà écrit. Je fixais la fenêtre et je sentais dans mon sac mon téléphone vibrer. Un email était arrivé, mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert parce que je savais déjà que le simple fait de lire ces mots allait changer la façon dont je respirais. Emma a commencé à me poser des questions plus directes, pas méchantes, juste curieuses. Elle était plus jeune que moi, mais elle avait cette manière de regarder les choses comme si elle cherchait les fissures dans les murs. Un après-midi, on était dans ma chambre, la fenêtre entr'ouverte, le bruit d'un voisin qui tondait sa pelouse, et elle a vu mes post-it collés à l'intérieur d'un livre. « C'est quoi tous ces codes ?» J'ai dit « Des mots de passe ». Elle a souri. « Pourquoi ?» J'ai répondu trop vite. « Rien d'important. » Elle a levé un sourcil, pas accusateur, juste attentive. « Tu sais, tu peux me dire ?» J'ai eu une boule dans la gorge, parce que sa gentillesse me donnait envie de craquer. Mais j'ai imaginé ce que ça ferait si elle le répétait à table, innocemment comme une anecdote. Elle postule là-bas. Et j'ai senti mon corps se refermer comme une porte. Je lui ai offert un biscuit pour changer de sujet, ce qui était ridicule, mais ça a marché. Plus tard, Jessica a appelé et j'ai laissé son appel sonner jusqu'à la messagerie. Pas parce que je la détestais, parce que chaque conversation avec elle finissait par un commentaire du genre « Ne te mets pas la pression », qui sonnait comme « Ne te mets pas en danger ». Le soir, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu une notification de portail d'admission. Mon cœur a fait ce petit saut stupide, comme un enfant qui croit encore aux surprises. J'ai cliqué, puis j'ai fermé l'onglet. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je voulais garder l'espoir intact, pas contaminé par une réponse. Peut-être parce que je n'étais pas prête à être acceptée ou refusée officiellement. Tant que je ne regardais pas, je pouvais être tout à la fois. La fille raisonnable, la fille ambitieuse, la fille qui rêve en secret. L'écran est resté noir quelques secondes et j'ai entendu mon père rire dans le salon. Cette réalité-là était si proche. Mon secret, lui, était à un clic, et ce clic est resté suspendu plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il y a eu une période où je vivais comme si j'avais deux vies parallèles. Dans l'une, j'étais la fille discrète qui aidait à débarrasser la table, qui disait oui quand on lui demandait de surveiller Emma, qui acceptait les blagues sur les filles et les maths en souriant poliment. Dans l'autre, j'étais celle qui lisait des articles scientifiques à minuit, qui s'entraînait à écrire des essais en 650 mots, qui vérifiait des dates limites comme si c'était des échéances vitales. Je me souviens de la sensation de mon stylo sur le papier, de la marque bleue sur mon doigt et de la fatigue dans mes yeux. Je buvais du café froid dans une tasse ébréchée et je me disais que si je pouvais juste tenir encore quelques semaines, quelque chose finirait par se poser. Mais rien ne se posait, tout flottait. Amanda m'a invitée à réviser ensemble un samedi. On s'est installé dans une salle de classe vide, le soleil traversait les stores en bande et elle a sorti ses fiches. Elle m'a demandé où j'avais postulé. J'ai menti encore. Quelques endroits proches. Elle a fait « Ah !» Elle l'a pas insisté, mais je l'ai vu comprendre que je ne disais pas tout. Ça m'a donné honte. Puis ça m'a donné une sorte de soulagement aussi, comme si je n'étais plus seule à porter la sensation que je cachais quelque chose.
Dans le bus du retour, j'ai vu une affiche pour une université, un slogan du genre « Be More » et j'ai eu envie de la déchirer. Be More n'était pas une idée romantique, c'était un risque social. Un soir, Margaret est passée à la maison et a apporté un gâteau. Elle a dit à ma mère, en me regardant, « Elle pourrait faire un petit truc, pas trop exigeant, et ensuite se marier tranquille. » Ma mère a ri, gênée. Je suis restée silencieuse parce que parler aurait fait trembler ma voix, et j'avais peur que si ma voix tremblait, il prendrait ça comme une preuve que j'étais fragile, pas comme une preuve que j'étais en colère. Je n'ai pas répondu, parce que je savais déjà quelque chose qu'il ne savait pas. Quand les premières réponses ont commencé à arriver, ce n'était pas un feu d'artifice, c'était une série de petits tremblements. Un email à 2h13 du matin, un status update sur un portail, un mot de passe qui ne marchait plus parce que je l'avais tapé trop vite, la main moite. J'ouvrais certaines notifications, puis je les laissais en suspens, comme si lire la phrase entière allait me faire tomber de ma chaise. Je me souviens d'une nuit où il pleuvait, où la gouttière faisait ce bruit régulier et où j'ai enfin cliqué sur un portail que j'évitais depuis des jours. L'écran a chargé lentement et j'ai pensé « s'il te plaît, pas maintenant », comme si je parlais à une personne. Quand la page s'est affichée, j'ai lu une ligne, puis j'ai mis ma main devant ma bouche, pas pour étouffer un cri, juste pour contenir un souffle trop grand. Je n'ai pas sauté, je n'ai pas pleuré fort, j'ai juste senti mes épaules se relâcher d'1 millimètre, comme si mon corps avait enfin une preuve qu'il n'avait pas halluciné tous ces mois d'efforts. Mais au lieu de l'annoncer, j'ai pris une capture d'écran et je l'ai envoyée à personne. Je l'ai sauvegardé dans un dossier nommé Docs, comme si c'était un devoir. Le lendemain, au petit déjeuner, mon père a parlé du prix du carburant, ma mère a parlé d'une voisine et mon frère a parlé de ses applications en plaisantant. Personne n'a parlé de moi. J'ai mâché mes céréales en silence et j'ai senti mon téléphone dans ma poche comme un secret brûlant. Jessica a demandé « T'as des nouvelles de tes trucs ?» J'ai répondu « Pas encore ». Elle a dit « Tu vois ?» comme si l'univers venait de confirmer sa vision de moi. Je suis montée dans ma chambre après, j'ai fermé la porte doucement et j'ai ouvert à nouveau la capture d'écran, juste pour vérifier qu'elle existait. La lumière de l'écran a éclairé mes mains et j'ai eu cette pensée étrange. Peut-être que la meilleure part de tout ça, c'était être seule avec la preuve, sans devoir la défendre. Mais je ne savais pas encore combien cette solitude allait coûter. Je n'ai pas réalisé que cette preuve allait rester silencieuse jusqu'au moment où quelqu'un la piétinerait sans le savoir. À un moment, l'argent est entré dans l'histoire et ça a tout rendu plus délicat, comme si parler d'études était déjà suspect, mais parler de financement était carrément indécent. J'avais reçu une notification de bourse, une somme si grande que j'ai dû relire plusieurs fois pour être sûre de ne pas confondre. Il y avait ce chiffre, 125K full ride, écrit froidement, presque administratif, et pourtant j'avais l'impression que c'était une main tendue dans une pièce sombre. Je ne l'ai dit à personne. Je l'ai imprimé et je l'ai glissé entre 2 pages d'un vieux roman, comme si c'était un billet de loterie. Plus tard, Margaret a fait un commentaire à table sur « les gens qui s'endettent pour des diplômes inutiles » et mon père a dit « de toute façon, on ne peut pas se permettre des grandes facs ». Il l'a dit avec une tristesse réelle, pas comme une excuse. Ça m'a serré le cœur, parce que je ne voulais pas que mon secret ressemble à une accusation. Ma mère a ajouté « et puis, une fille loin de chez elle, c'est compliqué ». J'ai regardé ses mains, ses ongles courts, la fatigue dans ses gestes, et j'ai pensé qu'elle disait ça aussi parce qu'elle avait peur. Peur de me perdre, peur de perdre le contrôle, peur de ce que les autres diraient. Un dimanche, on a feuilleté des albums photos, et il y avait des images de visites de campus que j'avais faites avec l'école. Sur une photo, on me voyait devant un bâtiment, le soleil dans les yeux, et j'avais l'air ouverte. Jessica a pointé la photo et a dit « Tu fais genre ». Je sais qu'elle plaisantait, mais ça m'a piqué, parce que oui, je faisais genre. Genre j'étais à ma place, genre je pouvais être dans ces endroits-là sans demander pardon. Le soir, dans mon lit, j'ai relu l'email de la bourse encore et encore, et à chaque lecture, je sentais une autre émotion, soulagement, peur, culpabilité, puis une fatigue immense. Je me suis dit que je ne voulais pas gagner contre eux, je voulais juste ne pas perdre contre moi-même. L'enveloppe mentale qui contenait cette nouvelle est restée fermée, parce que l'ouvrir devant eux aurait changé notre dynamique, et je n'étais pas sûre de survivre à ça. Il y a eu un moment où j'ai commencé à sentir que mon secret me rendait distante.
Pas distante dans le sens froid, mais comme si j'habitais légèrement en dehors de la maison, même quand j'étais là. Je faisais la vaisselle en pensant à des formulaires. Je riais à une blague en pensant à un portail d'acceptation. Je répondais oui à ma mère en pensant non, tu ne sais pas. Emma me regardait parfois avec une expression étrange, comme si elle attendait que je confesse quelque chose. Un soir, elle est entrée dans la cuisine pendant que je préparais un thé et elle a dit doucement « Tu vas partir, hein ?» J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai dit « Je sais pas ». Elle a dit « Tu sais ». Elle n'avait pas l'air jalouse. Elle avait l'air triste, presque fière, mais retenue. Je me suis demandé ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait deviné. Puis il y avait mon frère qui commençait à sentir que quelque chose lui échappait. Il lançait des piques, pas méchantes, mais comme des tests. « Alors, t'as postulé où vraiment ?» Je répondais « Je verrai ». Il disait « Tu vas finir à côté de chez nous, c'est mieux ». Je souriais. Jessica, elle, s'agaçait de mon silence, comme si mon silence était une critique de sa propre vie. « Pourquoi tu fais la mystérieuse ?» Elle disait ça en riant, mais ses yeux cherchaient une faille. Margaret, elle, continuait avec ses phrases calmes. « Community College, c'est très bien, tu peux toujours transférer. » Comme si mon avenir était une boîte où on pouvait me ranger. Et moi, je me surprenais à aimer le secret, parce qu'il me donnait une petite zone de contrôle. Mais le secret avait aussi un goût métallique, comme du sang quand tu t'es mordu la joue. Il me donnait des insomnies. Je rêvais que j'ouvrais un email devant tout le monde et que l'écran affichait « Erreur ». Je me réveillais avec la gorge sèche. Un matin, j'ai trouvé un appel manqué de la conseillère d'orientation. Je n'ai pas rappelé. Je savais qu'elle voulait aider, mais je sentais déjà que son aide viendrait avec des limites. Et ces limites, je ne voulais plus les avaler. Je n'ai pas prévu la révélation. Je n'ai pas choisi un moment parfait. C'est arrivé comme arrivent les choses dans les familles, au détour d'une phrase, d'un ton, d'une fatigue partagée. C'était encore un dîner, encore cette lumière jaune, encore ces bruits de couverts. Mon frère parlait de ses options, très confiant, et Margaret écoutait avec admiration. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, presque gentiment, « Et toi, tu as reçu quelque chose au moins ?» Le « au moins » était minuscule, mais il a frappé fort. Jessica a ajouté « Faut pas viser trop haut, sinon tu vas être déçu. » Et Sarah, qui était venue ce soir-là, a lancé sans réfléchir « De toute façon, ton frère est le smart one. » Elle a dit ça comme une expression, comme un cliché familial. Je me suis sentie rougir. Pas de honte, mais de quelque chose qui montait, comme une chaleur qui cherchait une sortie. Je regardais mon assiette et je me suis surprise à entendre ma propre voix, très calme. J'ai reçu. Tout le monde s'est arrêté. Pas longtemps, juste une seconde. Margaret a souri. « Ah, c'est bien !» Ou « Et c'est là que j'ai compris que si je répondais, ce ne serait pas une victoire, ce serait un déplacement, un changement de gravité. » J'ai hésité. Mon téléphone était dans ma poche, j'aurais pu montrer la capture d'écran, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit un nom, un seul, sans l'embellir, Stanford. Le mot est tombé sur la table comme un verre qui se pose trop fort. Mon frère a ri, un rire bref, incrédule. « Arrête !» Ma mère a cligné des yeux, comme si elle cherchait la blague. Jessica a murmuré « Non !» Pas en colère, en confusion. Margaret a dit « Mais comment ?» Et je me suis entendue répondre, toujours calmement « J'ai postulé ». C'était presque absurde, comme si la seule différence entre eux et moi, c'était que j'avais osé remplir un formulaire. Personne n'a crié, personne n'a frappé du poing, il y a eu juste ce silence, épais, un silence qui ressemblait à une pièce où on vient d'éteindre la musique. Je n'ai pas réalisé que ce silence allait être plus lourd que n'importe quel conflit. Après cette soirée, tout a changé, mais rien n'a changé. C'est ça le pire. Le lendemain, ma mère m'a demandé, très doucement, « C'est vrai ?» Comme s'il espérait que j'allais dire que j'avais inventé pour que la vie redevienne simple. Je lui ai montré l'email, pas triomphalement, juste en posant l'écran devant elle. Elle a lu en silence, puis elle a couvert sa bouche avec sa main. Pas de joie explosive, plutôt une peur. Elle a murmuré « C'est loin ?» J'ai hoché la tête. Mon père, lui, a eu un moment de fierté, mais il était mêlé à une inquiétude immédiate. On ne peut pas payer. J'ai dit « Je sais » et j'ai attendu. Puis j'ai ajouté, presque honteuse, « Il y a une aide. » Je n'ai pas dit les chiffres tout de suite.
Je ne voulais pas que l'argent devienne la seule raison de croire en moi, mais quand je lui ai finalement montré le mail du 125K full ride, il a eu cette expression étrange, comme si on lui avait enlevé un poids qu'il portait depuis longtemps. Il a souri, puis il a eu les yeux humides. Et moi, au lieu d'être heureuse, je me suis sentie coupable de l'avoir laissé croire pendant des mois que je n'avais rien. Mon frère a évité le sujet pendant plusieurs jours. Il était gentil avec moi, mais c'était une gentillesse raide, comme un costume qui ne lui allait pas. Jessica, elle, oscillait entre fierté et irritation. « Pourquoi tu nous l'as pas dit ?» Je voulais répondre parce que vous m'auriez rétréci, mais je ne l'ai pas dit. J'ai dit « je savais pas comment ». Margaret a envoyé un message. « Je suis fière, ma grande ». Le « ma grande » m'a presque fait rire parce qu'elle m'avait toujours traitée comme petite. Sarah a commencé à dire aux autres « elle va dans une super fac », comme si c'était un trophée familial soudainement disponible. Et ça m'a donné un malaise profond, parce que je n'avais pas fait tout ça pour devenir un sujet de conversation, j'avais fait tout ça pour respirer. Je me suis surprise à regretter la période où c'était juste moi et mon écran, moi et ma lampe, moi et ce secret silencieux. Je n'ai pas répondu à certains messages, parce que je sentais que chaque réponse allait me voler un morceau de ce que j'avais construit seule. Les semaines avant le départ ont été un mélange de banalité et de poignard doux. On achetait des draps, des stylos, des boîtes en plastique, comme si l'avenir pouvait se gérer avec des listes. Ma mère pliait des vêtements et soupirait. Jessica me donnait des conseils contradictoires. « Sois prudente, puis montre-leur qui tu es. » Mon père m'a emmenée acheter une valise, et il a choisi la plus solide, celle qui roulait bien. Il a insisté pour payer, comme si c'était sa manière de participer à quelque chose qu'il n'avait pas su nommer plus tôt. Sur le parking du magasin, il a dit « Je savais que t'étais intelligente ». Il l'a dit comme une excuse. Et je n'ai pas su quoi répondre, parce que je ne voulais pas qu'il se sente coupable, mais je ne voulais pas non plus effacer ce que j'avais vécu. Mon frère a fait une blague sur « la petite intello » et je l'ai laissé passer. Je savais qu'il cherchait juste une façon de rester lui-même dans un monde où je prenais plus de place. Margaret a proposé d'organiser un petit dîner de départ, et ça m'a donné envie de disparaître. Je ne voulais pas de discours, je ne voulais pas de toast. Je voulais juste partir en silence, comme on sort d'une pièce qui n'a jamais été vraiment la nôtre. Et pourtant, il y a eu une soirée où Emma est venue dans ma chambre et a posé une enveloppe sur mon lit. « Je t'ai fait un truc !» C'était une carte avec un petit dessin maladroit d'un campus, et à l'intérieur, elle avait écrit « Je savais que tu faisais semblant d'être petite. » J'ai pleuré, pas fort, juste des larmes qui sortent quand tu n'as plus la force de tenir. Je lui ai demandé « Pourquoi tu me l'as jamais dit ?» Elle a répondu « Parce que t'avais l'air d'avoir besoin de le garder à toi. » Elle avait raison. Cette enveloppe est restée dans mon sac plus longtemps qu'elle n'aurait dû, même le jour où je suis montée dans l'avion, parce que je ne voulais pas l'abîmer, comme si c'était la preuve que quelqu'un m'avait vue. Enfin, sans condition. Sur le campus, tout était trop propre au début. Les bâtiments avaient une présence, les arbres semblaient intentionnels, et les gens marchaient vite, comme s'ils étaient nés avec un plan. Je me sentais étrangère, pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que je n'avais pas été habituée à me sentir légitime. La première semaine, j'ai appelé ma mère tous les soirs. Elle répondait toujours, mais sa voix était distraite, comme si elle faisait autre chose en même temps. Elle demandait « Tu manges bien ? Tu dors ?» Elle ne demandait pas « Ça va ?» peut-être parce qu'elle avait peur de la réponse. Jessica m'envoyait des messages du genre « T'es une star maintenant !» et ça me donnait envie de jeter mon téléphone. Mon frère m'a envoyé une photo de lui avec des amis, comme pour me rappeler que la vie continuait sans moi. Et moi, je me sentais paradoxalement plus légère et plus seule. J'ai commencé à travailler encore plus, comme si je devais prouver, même là-bas, que je méritais l'espace. Un professeur m'a complimenté en classe. Juste une phrase. « Bonne question ». Je me suis sentie rougir, parce que personne chez moi ne disait ça. Amanda m'a écrit un jour « Je savais ». Je l'ai relu plusieurs fois, sans comprendre comment elle pouvait savoir alors que je n'avais rien dit. Peut-être que les gens sentent quand quelqu'un se retient. Les nuits, je faisais défiler des photos de famille, pas par nostalgie romantique, mais pour me rappeler d'où venait cette tension dans mon corps. J'ai rejoint un groupe d'études et pour la première fois, je n'étais pas la fille qui travaille dur, j'étais juste quelqu'un qui avait des idées. Ça aurait dû me rendre heureuse, et ça l'a fait, un peu, mais ça a aussi rendu plus visible le manque de mon passé.
Chaque fois que je recevais un message de Margaret du genre « N'oublie pas d'être humble », je souriais tristement. Humble, je l'avais été toute ma vie, ce n'était pas l'humilité qui m'avait manqué, c'était l'autorisation d'exister. Je n'ai pas réalisé que cette distance physique allait devenir une distance émotionnelle et qu'elle allait, d'une certaine manière, me sauver. Les années ont filé avec ce mélange étrange de routine et de surprise. Je n'ai pas vécu une transformation cinématographique. J'ai juste appris, lentement, à ne plus m'excuser pour être sérieuse. Il y a eu des moments de doute, des examens ratés, des nuits où je pensais rentrer. Il y a eu aussi des moments de reconnaissance silencieuse, une lettre de félicitations, une mention de Graduation Honors plus tard, un truc comme Phi Beta Kappa, qui sonnait presque irréel quand je l'ai lu, parce que personne dans ma famille ne parlait ce langage-là. Je n'en parlais pas beaucoup non plus. Quand je rentrais pour les vacances, j'étais toujours la fille, pas l'étudiante brillante. Margaret posait des questions superficielles. Alors, les garçons ? Jessica me demandait si je n'étais pas trop stressée. Mon frère avait trouvé sa voie et je le respectais. Mais il y avait cette gêne persistante, comme si mon existence prouvait quelque chose que personne ne voulait regarder en face. Un Noël, Sarah a fait une remarque en riant. « T'es devenu un télo maintenant !» Je lui ai répondu « Je l'ai toujours été ». C'est sorti tout seul. Le silence qui a suivi était bref, mais j'ai senti mon cœur battre fort. Emma m'a regardée et a souri, comme si elle était fière de ce petit courage. J'ai reçu plus tard une offre de 190K Merit Scholarship pour la suite de mes études, et j'ai laissé l'email ouvert sur mon écran pendant 1 heure, juste pour respirer avec. Je n'ai pas appelé ma famille tout de suite, pas par rancune, juste parce que j'avais compris que partager avec eux me faisait souvent sentir seule, paradoxalement. À la place, j'ai marché dehors, il faisait froid, le ciel était violet, et je me suis sentie calme. Je commençais à comprendre que ma réussite, si on pouvait appeler ça comme ça, n'était pas une histoire qu'ils avaient besoin de valider. C'était ma vie. Et ma vie n'avait pas à devenir un débat familial. Je n'ai pas réalisé à quel point cette décision intérieure, garder certaines choses pour moi, allait devenir une forme de paix. Plus tard encore, quand les gens ont commencé à parler de doctorat, de recherche, de laboratoire, je faisais semblant de ne pas trop y penser, mais j'y pensais tout le temps. J'avais cette sensation que mon esprit s'était enfin autorisé à occuper le monde. Quand j'ai été acceptée dans un programme de PhD entièrement financé, j'ai eu une réaction étrange. Pas une explosion de joie, plutôt un grand silence à l'intérieur. Comme si mon corps disait « D'accord, c'est réel ». Il y a eu aussi une offre de 95K Renewable Grant à un moment et je me suis surprise à rire toute seule dans une laverie en regardant l'écran de mon téléphone entre 2 machines bruyantes. Je me suis sentie ridicule de rire dans une laverie, mais c'était un rire de soulagement, pas un rire de triomphe. J'ai appelé ma mère pour lui dire. Elle a répondu « C'est bien, ma chérie ». Puis elle a demandé « Tu reviens quand ?» Comme si tout ça n'était qu'une parenthèse avant le retour. Jessica a dit « Je savais que tu allais finir par faire un truc grand. Je l'ai entendu essayer de réécrire le passé, et ça m'a donné envie de pleurer, mais pas de colère, plutôt de fatigue. » Mon frère a dit « Bravo », et j'ai senti qu'il le pensait, mais il y avait encore une petite distance, comme si mon parcours restait un langage qu'il ne parlait pas. Margaret, elle, a raconté à une voisine que dans la famille, on a toujours eu des têtes, et j'ai souri en imaginant la scène. J'ai compris ce jour-là que les familles aiment se raconter des histoires où tout est cohérent, même si ce n'est pas vrai. Moi, je n'avais plus envie de corriger leur récit. Je n'avais plus envie de prouver que j'avais souffert. Je voulais juste vivre. Et oui, ma carrière a fini par devenir confortable, même trop confortable pour mon ancienne version qui comptait chaque dollar, mais ce confort n'a pas effacé la sensation d'avoir été invisible à la maison. Il l'a juste rendue moins urgente. Je n'ai pas répondu à certains appels ce mois-là, parce que j'avais besoin d'entendre ma propre voix plus que la leur. Aujourd'hui, quand je repense à cette fille qui cachait des brochures dans un placard, je ne la regarde pas avec mépris. Je la regarde comme on regarde quelqu'un qu'on a aimé en secret.
Je ne blâme pas ma mère d'avoir eu peur, ni Jessica d'avoir confondu prudence et limitation, ni Margaret d'avoir répété des phrases héritées, ni Sarah d'avoir utilisé un cliché sans mesurer les faits. Même mon frère, parfois je le vois comme un garçon qui a grandi avec l'idée qu'il devait être le smart one et qui n'a jamais appris à partager la lumière. Tout ça est humain, c'est juste lourd quand tu es celle qui porte le poids. La chose la plus étrange, c'est que je ne ressens plus le besoin de leur montrer quoi que ce soit. Je ne collectionne plus de preuves, je ne garde plus des captures d'écran comme des talismans. Je vis dans un appartement où personne ne commente mes choix, où le silence n'est pas un verdict mais un repos. Parfois Emma m'appelle et on parle de choses idiotes, de séries, de recettes, et ça me fait du bien parce qu'elle ne me demande pas de me réduire. Parfois, je rentre chez eux et je sens encore cette vieille dynamique, comme une odeur qui revient quand tu ouvres une armoire. Mais je ne me débat plus autant, je laisse les phrases glisser. « Tu travailles trop, tu vas finir seule, t'es devenue différente. » Je réponds « peut-être ». Et c'est vrai, je suis devenue différente, pas meilleure, juste plus entière. Il y a eu un moment récent, très banal, où ma mère a trouvé par hasard une vieille photo de moi sur un campus, celle où je plissais les yeux au soleil. Elle a dit doucement « Tu avais l'air heureuse ». Je lui ai répondu « Je l'étais ». Et je n'ai pas ajouté « malgré vous ». Je n'en avais plus besoin. Le plus étrange n'a jamais été d'être acceptée quelque part. Le plus étrange, c'est d'avoir compris que je n'avais plus besoin qu'ils comprennent. Et cette compréhension, elle s'est installée en moi sans bruit, comme une paix que je n'avais pas osé demander.